Amis et amis de Samedi en Plus, bien le bonjour à vous. On est très heureux de passer ce moment positif en votre compagnie. Et pour ouvrir ce journal de l'actu positive, on se rend tout d'abord à Aiguezé, au nord de Namur, pour une invention qui mérite absolument votre attention. Le Vrapi, c'est un couvercle zéro déchet qui se fixe sur tous les récipients. Ce couvercle se réemploie et on l'aura compris, il remplace facilement le papier alu ou encore le traditionnel film plastique. Et en plus, son utilisation est pour le moins aisée, que du bonheur, on découvre. Des disques démaquillants réutilisables, des shampoings et savons solides sans emballage ou des pochettes à tartines, autant de produits fabriqués en Belgique et que Aline et François ont décidé de rassembler dans leur e-shop. C'est un magasin en ligne qui s'appelle zerodéchet.be et pour l'histoire, c'est quand on s'est lancé dans la démarche zéro déchet, on s'est rendu compte que les petits sacs et les petits accessoires vendus en magasin venaient généralement d'Asie et on s'est dit mais c'est étrange, il y a des gens qui savent coudre ici en Europe, en Belgique même, et donc je me suis mis en chasse d'artisans qui pouvaient proposer ce type de produits réutilisables fabriqués en Belgique. Une démarche renforcée par le lancement de leur propre produit, Vrapi, une alternative au papier alu et au cellophane. Nous ne trouvons rien fabriqué en Europe. On a trouvé effectivement des produits fabriqués au Canada, en Thaïlande, aux États-Unis, que finalement on s'est dit, tiens, faisons-le. Et c'est comme ça finalement qu'est né Vrapi. Et effectivement, donc, ça a commencé à la maison pour finalement, en septembre, pour justement suivre la demande, commencer à travailler avec Entranam, qui est une entreprise de travail adapté. 2 ouvriers travaillent chaque matin à la réalisation de ces cotons. 1000 pièces sont produites chaque semaine ici à Fernelmont. Le couple gère aujourd'hui le magasin en ligne, la production, la vente et le marketing des Vrapi. On a voulu professionnaliser le produit en trouvant une recette qui va être plus collante, plus souple que juste la cire d'abeille. Donc on a fait des mélanges, on a fait des tests jusqu'à avoir un produit fini qui plaise, qui nous plaise à nous, et aussi on a un très bon retour de la part des utilisateurs. Le Vrapi, il est composé de 4 choses. D'abord le tissu, qui est un coton Okeotex, qui est donc certifié d'un point de vue écologique, tout simplement. Il y a de la cire d'abeille, qui est un composé qui permet d'avoir des propriétés antibactériennes. Ensuite, nous avons l'huile de jojoba qui apporte le côté souplesse, le côté aussi antifongique. Dernier, nous avons la résine qui donne ce côté autocollant en fait au Vrapi. Il s'adapte sur tous les types de contenants ou même sur les aliments. Testé en laboratoire, le produit a été certifié pour une utilisation avec contact alimentaire. Lavable, réutilisable, le Vrapi est aussi distribué dans les épiceries en vrac et les boutiques éthiques en Wallonie, à Bruxelles et en France. L'opération Arc-en-Ciel affiche déjà 65 ans d'existence et les collectes de vivres remportent toujours auprès de la population beaucoup de succès. Ainsi, cette année, près de 105 tonnes ont été récoltées en Wallonie et à Bruxelles. Opération Arc-en-Ciel soutient ainsi les associations qui travaillent dans le secteur de l'enfance défavorisée. Et cette opération peut aussi se mener avec succès grâce aux bénévoles toujours dévoués, comme ceux rencontrés samedi dernier à Saint-Hubert. De nombreux bénévoles ont participé à l'opération Arc-en-Ciel ce week-end. Pour la région de Saint-Hubert, ils étaient une vingtaine, dont beaucoup viennent du centre La Source Animalaine de Bizory. On fait des porte-à-porte pour leur dire qu'ils pouvaient donner tout ce qui est vivre non périssable en fait, pour les enfants. Ça marche bien? Les gens sont plutôt réceptifs? Oui, ça a quand même bien donné. Il y a des personnes qui n'étaient pas forcément au courant, mais sinon ça donne quand même bien, les gens sont sympas. Oui. Voilà, 2 kilos de farine et de la pâte.
Ces vivres non périssables seront redistribués à des associations de la région. La nourriture qu'elles reçoivent est autant d'argent économisé sur leur budget. Ça leur permet d'organiser des journées de loisirs et des vacances pour les jeunes dont elles s'occupent. L'opération existe depuis 65 ans maintenant. Et si les bénévoles sont de plus en plus difficiles à trouver, certains sont fidèles à l'opération. Ça fait longtemps que vous faites l'opération ? 25 ans. On a commencé pour la maison d'enfants qui était ici. Puis maintenant, on continue pour la SBL La Source et pour, bien sûr, les autres aussi. Oui, tout à fait. Oui. On répartit tout ça pour les 8 maisons de la région. C'est moins qu'avant ou on récolte autant qu'avant ? C'est difficile de voir cette année-ci parce qu'on a mis un peu tout en vrac. C'est seulement au centre de tri qu'on aura le chiffre. Notre maximum a été 1100 et notre minimum a été 700 kilos sur la région de Saint-Hubert. Les vivres de Saint-Hubert et de 19 autres communes du centre Ardennes sont acheminés à Libramont dans un centre de tri spécialement aménagé pour l'opération. On ramasse ici les vivres, on les pèse premièrement, après on va les trier pour enlever tout ce qui est périmé et puis on les trie en certaines boîtes, donc des pâtes, des conserves ou des biscuits. On les repèse et puis on les met dans le fond et on attend que les associations viennent les rechercher pour les redistribuer. Voilà, c'est ça le principe, c'est finalement redistribuer dans la région. Hein. Oui, mais il y a aussi, vu que c'est une association nationale, parfois des associations d'autres régionales viennent ici s'il n'y a pas assez dans le régional, effectivement. Ça représente en nombre de vivres comme ça sur un week-end L'année passée, on a récolté à peu près 7000 kilos, donc 7 tonnes. Oui, c'est pas mal. Faut du bras. Les bras de bénévoles qui s'investissent pour l'enfance défavorisée. Et c'est ainsi dans toute la région francophone du pays. L'objectif de l'opération Arc-en-Ciel est de récolter 100 tonnes de vivres non périssables sur le week-end. Le championnat belge des métiers se déroulait cette semaine au Ciné Expo. 210 jeunes concurrents répartis dans 27 métiers différents étaient engagés. Voici un petit aperçu de l'ambiance qui régnait. Au fourneau depuis ce matin, autant dire qu'Audrey a du pain sur la planche. La jeune boulangère de Saint-Saint enchaîne les préparations. Là, j'ai déjà fait tout ce qui était pain, baguette, cuit et tout ça. Et sinon, dans la pousse, il y a les pistolets, les viennoiseries qui poussent. Et ici, je commence ma pâte levée sucrée pour faire tout ce qui est gazette, nœuds, brioche et tout ça. Ils sont encore très jeunes, hein, ils ont moins de 23 ans, donc ils débutent dans le métier. Il y a le stress, naturellement, d'être dans un concours. Et puis alors de travailler des petites quantités. Parce qu'on ne travaille pas de la même façon pour faire un pain que pour faire 100 pains. Les fermentations ne sont pas du tout les mêmes et il y a donc des précisions et de l'organisation bien plus complexes. Ouais. Précision et organisation, c'est aussi ce qui est demandé aux jeunes maçons. Julien a 2 jours pour construire une structure en briques plutôt complexe. Et là, le Cinassien est encore au tout début de son œuvre. J'ai mis 3 tables pour le moment, donc je vais continuer l'œil de bœuf. Ensuite, je ferai l'œil de bœuf. Après, je continuerai le restant de la pièce. Ce qui va faire la différence par rapport aux autres candidats niveau aplomb, propreté, un peu tout. La méthode de travailler. Le maçon a la chance de pouvoir compter sur les conseils de son coach à proximité pour le guider dans cette épreuve. Vous êtes quand même là derrière à regarder s'il ne commet pas d'erreur On essaye de ne pas être trop derrière lui parce qu'alors il stresse plus vite. Mais bon, il faut qu'on l'habitue aussi au concours. Le concours, c'est ça, c'est des gens derrière, c'est des gens qui le regardent tout le temps, donc il faut qu'ils gèrent ça. On quitte l'univers de la construction pour rejoindre celui de la mode. À 17 ans, Anne-Laure de Hogne fait partie des plus jeunes concurrentes. Elle est engagée dans le concours Fashion Technology. Je dois réaliser une veste portée par une secrétaire la journée et cette veste doit être transformable pour que la même personne puisse aller à un vernissage d'un artiste en soirée. Ici vraiment c'est la gestion du stress, la concentration parce que sentir le monde dans les couloirs, les personnes qui l'appellent alors qu'elle ne peut pas répondre, c'est quelque chose qui est vraiment très exigeant au niveau du self-control. Dans chaque métier, les meilleurs candidats seront repris en équipe nationale. Des talents qui auront peut-être l'opportunité de défendre notre pays au championnat du monde, les WorldSkills à Kazan, en Russie, au mois d'août prochain.
Le championnat belge des métiers techniques a aussi intéressé les écoles car cet événement faisait office en quelque sorte de salon des métiers. Des enseignants, et on va le découvrir de suite, ont bien compris l'intérêt de se rendre au Ciné Expo. Depuis lundi matin, des milliers d'élèves défilent dans les allées du concours. Pour la plupart, l'objectif est de trouver le métier de leur rêve. C'est intéressant de voir les autres métiers, voir comment ils travaillent et tout. Découvrir d'autres métiers qu'on ne connaissait pas. Pour nous, on voulait se diriger dans autre chose, mais maintenant c'est chouette aussi de découvrir d'autres métiers, d'autres choses. Il y a beaucoup de métiers que je ne connais pas. Par exemple, là-bas, au tout début, il y avait un métier qui parlait de faire de l'art avec des fleurs. Je connaissais vraiment pas et c'est intéressant. Et quand certains rêvassent à un avenir incertain, d'autres ont une idée déjà bien précise de ce qu'ils veulent faire. Menuiserie, parce que j'aime bien le bois. J'ai parfois coupé du bois avec mon papy dans la forêt et j'aime bien. La maçonnerie, je trouve ça c'est bien, c'est intéressant d'utiliser du ciment. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais j'aime bien. Au début, je voulais faire médecin généraliste. Mais je me suis tout simplement dit que généraliste, c'est général, il faut connaître plein de choses. Du coup, j'ai voulu plutôt me spécialiser et j'ai pensé à dentiste. Mais bon, je suis un enfant, du coup, j'ai encore le temps de choisir. Esthéticienne là-bas et le stand de mon papa. C'est quoi le stand de ton papa? En fait, il faut placer de l'argile sur les murs et c'est les enfants qui viennent faire ça. Et toi, ça te plairait de faire ça plus tard? Oui. Si ces élèves sont à Ciné aujourd'hui, c'est avant tout parce que leurs professeurs les y ont poussés. Ils peuvent découvrir des choses, des métiers auxquels ils ne pensent peut-être pas. Donc si ça peut leur donner des idées, on viendra. Il est bon de montrer à nos étudiants ce qui existe, ce qu'il y a moyen de faire et les métiers manuels et techniques qui sont en pénurie. Et ils sont intéressés de voir vraiment du concret. Parfois, les valeurs changent un peu, je pense. Il y a beaucoup d'intérêt pour les métiers manuels. Durant ces 2 jours, le concours a pu mettre en avant une série de métiers en pénurie, comme celui de chauffeur poids lourd, carreleur ou encore couvreur. Plus de 5000 visiteurs auront foulé le sol de l'événement. Les carnavals s'annoncent un peu partout. Le week-end prochain, il ne faudra pas manquer le carnaval des Oursons à Andenne et celui des Chinelles à Fosse-la-Ville. Quant à celui de Virton, c'était dimanche dernier avec des retrouvailles pour les habitants de Saint-Marc. Cela faisait déjà plusieurs années qu'ils n'avaient plus vu le moindre confetti. Le carnaval est donc revenu auprès d'eux. Près de 500 participants venant de Belgique, du Luxembourg et d'Allemagne ont accompagné Phil Ier, le Prince Carnaval 2019. Il était environ 15 h lorsque le cortège carnavalesque de 22 chars a franchi les frontières du village de Saint-Marc. Un événement qui ne s'était plus produit depuis plusieurs années. Le carnaval de Virton, mais à Saint-Marc, c'était déjà le cas il y a quelques années, c'était un petit peu un retour aux sources. Voilà, on s'est dit que pourquoi pas relancer ce carnaval parce qu'il marchait très bien à l'époque. Donc voilà, on teste. Si la météo n'avait pas vraiment la tête à la fête, ce n'était pas le cas des différents groupes folkloriques venus offrir quelques douceurs. J'ai eu des bonbons, j'ai lancé des confetures, un peu normal. Elle n'a rien dit. Non, elle n'a rien dit. Si les macrales ne disent rien, beaucoup se sont en tout cas posé la question de comment nommer ce carnaval sans heurter les opinions. Alors pour couper la poire en deux et ne pas faire de jaloux, on joue la carte de l'unité. Faut dire quoi alors, carnaval de Virton-Saint-Marc? C'est comme ça qu'ils l'ont appelé eux-mêmes, donc on va l'appeler comme ça. Il y a pas, c'est une super ambiance, c'est un super groupe, c'est des super organisateurs. Donc Virton-Saint-Marc, c'est une seule et même commune. Parmi les nombreux chars, on pouvait observer la présence de plusieurs groupes originaux, comme celui de la Fédération des jeunes agriculteurs, déguisés en moines et religieuses. C'est un bon carnaval, Virton? Ouais, étonnamment bien, ouais. Il pleut un petit peu là pour l'instant, non? Il pleut des confettis, c'est fait exprès. Certains, comme la cour princière du carnaval d'Arlon, profitent du spectacle depuis le haut de leur char, tandis que d'autres, également d'Arlon, préfèrent effectuer quelques pas de danse. C'est un groupe carnavalesque d'Arlon qui a été créé il y a 6 ans. Et c'est historique, c'est les pointus de la Schmitt, ça veut dire la pointe de la Schmitt, c'est Arlon. C'est un lieu dit et on s'amuse super bien. Globalement, le cortège semblait ravir le public.
Ah, je suis contente qu'ils en ont refait un cette année. Ça fait longtemps que vous n'avez plus vu ici à Saint-Marc. Ah, quand même, hein. C'est super le carnaval. C'est quoi ton char préféré? J'aime bien tous les chars. Ah, donc t'es pas difficile, toi? Ouais. Toujours présents, les scouts de Virton ont apporté avec eux leur fameux Daru Daru qui participe à la cavalcade depuis 1984. On ne sait pas trop ce que c'est, un dragon, un serpent, qui sort très rarement, on ne le voit jamais. Il sort qu'un jour, le jour du carnaval. Et donc on le ressort chaque année pour le plaisir des gens de Virton, de Saint-Marc. Donc voilà, une petite fierté pour nous comme pour la commune. Et celui qui était très fier de représenter sa commune, c'est bien entendu Phil Ier, Prince Carnaval 2019, accompagné de ses 3 princesses. C'est un grand honneur, c'est toujours très agréable de représenter sa ville. Et voilà. Là, ce cortège, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah ben très bien, un peu de soleil, pas trop de pluie. Bon, il aurait fallu qu'il fasse plus beau dès le matin, ça aurait été super, mais les gens sont là, on a l'air bien contents et c'est super. Une cavalcade qui aura ravi petits et grands et qui reviendra l'année prochaine avec son lot de bonbons et de confettis. En Sicile s'est déroulé dernièrement le 5e championnat du monde de la pizza. Et attention, on ne blague pas quand il est question de pizza. Des Belges se sont distingués. 2 Belges ont remporté dans la catégorie pizza blanche en équipe la première place. Et dans ce duo, on trouve un citoyen de Perouet. Carlo m'a proposé de venir avec lui au championnat. Je lui avais même dit, mais je ne parle pas un mot d'italien. Il m'a dit, t'inquiète pas, c'est moi qui parle au juge. Donc, c'est ce qu'il a fait. Notre technique, c'est toujours faire une bonne pâte à pizza. Ça, déjà, c'est le premier point qu'il faut être bien. Et après, des bons ingrédients, et toujours associer des bons ingrédients qui vont ensemble. Et pour donner quelque chose de différent à la jury. Et franchement, je pense qu'on a bien donné ça avec la première place qu'on a prise. Ah, j'ai eu une très très bonne impression, c'est assez sympa, on apprend beaucoup de choses. Et les pizzaiolos là-bas, les vrais Italiens, ils y croient dur comme fer. Hein. C'est assez difficile d'ailleurs. Ah, franchement, on commence à croire qu'on fait un bon produit parce que quand on a beaucoup de récompenses. Chaque année, quand on participe à un championnat, on est bien classé, on est toujours dans les premiers 4. Franchement, on commence à dire alors on fait vraiment quelque chose de bien. D'autres Namurois étaient aussi à Syracuse et eux aussi se sont distingués à ce concours mondial. Le duo de chefs de la pizzeria Mona Lisa de Ivoire, Emmanuel Indorato et Filippo Scalisi, se sont classés 2e dans la catégorie gourmet. Félicitations à eux aussi. Et on se rend à présent à Matagne-la-Petite, au sud de la province de Namur, pour une rencontre avec des producteurs de fromage. Mais pas n'importe quel fromage, il s'agit de la boulette. Un fromage un peu laissé pour compte, et pourtant aux yeux des producteurs, la boulette mériterait une reconnaissance par l'Europe. En attendant, nous allons tout savoir sur la boulette dite de Romeden. Le chant lointain d'un oiseau rompt le silence matinal du village de Matagne-la-Petite. Il est 6h30, c'est l'heure de la traite pour les vaches de Marie. Ce précieux lait du matin, encore tiède, va quitter la salle de traite pour se retrouver dans les locaux voisins de la fromagerie familiale. Marie et François font partie des derniers producteurs de boulettes de Romeden, un fromage maigre, au lait cru, produit local et de tradition. Chaque personne qui fait de la boulette a une boulette différente. Déjà nous, elle est déjà différente par rapport à la saison. Et chaque ferme a ses ferments différents, a sa manière de faire différente. Et il n'y a pas une boulette la même. Elles sont toutes, il y a des moins bonnes et des meilleures, mais elles sont toutes généralement aussi bonnes l'une que l'autre. Il y a des personnes qui l'aiment très fraîche, des personnes qui l'aiment vieille. Elle est cuisinable à toutes les sauces, mais ça il faut le savoir. Il y a des gens qui ne connaissent pas et qui découvrent. Marie et François travaillent la boulette depuis une quinzaine d'années. La production de ce fromage a permis à ce couple de redynamiser leur exploitation agricole.
On avait une petite ferme, très petite ferme, et puis on a eu l'opportunité, grâce au Marotte Motin, de pouvoir faire la boulette. Et c'est ce qui a vraiment changé notre vie. Ça a vraiment changé notre vie parce qu'on a pu développer le fromage, notre beurre, on a fait des pommes de terre bio, on a fait nos œufs bio. Aujourd'hui, leur production de fromage atteint les 250 kg par semaine. Eux et les autres producteurs de la région perpétuent ainsi la tradition de ce fromage dont l'origine remonte au XVIe siècle. La boulette ne disparaîtra jamais. Comme me disait la personne qui nous a donné la recette, sa grand-mère en faisait, sa maman en faisait, elle en a fait, elle nous a mis la fromagerie, on en fait, et je suis sûr à 100% que si nos enfants apprécient, ils en feront aussi, et leurs petits-enfants en feront probablement aussi, ça j'en suis sûr. Samedi dernier, c'était l'ouverture de la pêche à la truite et pas de chance pour les pêcheurs, le temps n'était vraiment pas à la fête, mais peu importe, car nous allons à l'abri pour faire connaissance avec Émilie depuis 40 ans. Cette dame tient un magasin d'articles de pêche à Philippeville. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui. Je viens chercher des petites plumes repères là, quand on pêche au top. Oui, des tout petites comme ceci. Oui. Jean ne raterait pour rien au monde l'ouverture de la pêche à la truite. Ouais, ça va. C'est votre passion depuis longtemps, la pêche? Tout gamin. Moi, je suis né au Virouin, le long du Virouin. Donc, j'étais gamin. C'était avant la guerre. Donc, c'était libre à ce moment-là. Et on allait comme ça, quoi. Et puis, ça devint un virus. Et puis, voilà. Ce virus, Émilie, la gérante, l'a aussi attrapé il y a 40 ans. Si de plus en plus de femmes pratiquent la pêche aujourd'hui, elle est l'une des rares à tenir un magasin spécialisé. Oui, au départ, j'ai eu du mal à me faire accepter en tant que femme pour tenir mon commerce. Il y a 40 ans d'ici, les hommes, c'est une nana, elle n'y connaît rien. Et bon, c'est vrai que j'ai beaucoup bouquiné parce que je pêchais, mais entre aller à la pêche et je vais dire... vendre du matériel de pêche, c'est tout à fait différent. C'est un autre domaine parce que c'est tellement vaste. Je ne m'attendais pas à ça. Mais d'année en année, on apprend. Et chaque année, il y a des nouveautés. J'apprends, je m'intéresse parce que j'aime ça. C'est mon métier, j'aime ça. Voilà. Depuis 3 ans, elle est aidée par sa fille Vanessa qui prendra très certainement la relève. Ce qu'elle aime, le contact avec les clients et les étoiles dans les yeux des pêcheurs quand ils entrent dans le magasin. Moi, je compare toujours ça ironiquement à un magasin de jouets. C'est-à-dire que voilà, quand un enfant rentre dans un magasin de jouets, il a ses yeux qui s'illuminent, il est vraiment capté par tout ce qui se passe autour de lui, captivé. Et donc ici, c'est vraiment ça qui se passe. Les pêcheurs, c'est un peu comme des grands enfants qui rentrent dans un magasin de jouets. Parmi les clients fidèles, Didier. T'as tout, hein, t'as ton papier de la mutuelle, ton carnet. Vous pratiquez quelle pêche? La pêche au coule, la pêche au verre. Je fais également la pêche à la mouche. Voilà. Pour brochet, j'adore le brochet. C'est mon plus beau sport, ça j'adore ça. Je vais pêcher également, je pêche à l'étranger. Je pêche en France, je pêche en Islande. J'étais là en Norvège il n'y a pas longtemps. Donc, mais uniquement pour prendre du poisson et puis le remettre dans la rivière, quoi. C'est un plaisir, quoi. Le coup d'envoi de la pêche à la truite se fera donc ce samedi. L'ouverture générale aura, elle, lieu au mois de juin. Et voilà, on va se quitter ici. Nous, on va partir à la pêche. D'autres reportages à vous présenter la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver. Au revoir à vous tous et toutes.